Bien, alors, bonjour et bienvenue à tous pour ce second webinaire organisé par le service juridique. Service juridique qui a été à vos côtés depuis le début de la crise sanitaire que nous rencontrons pour vous accompagner sur toutes les questions juridiques que vous étiez amenés à vous poser. Aujourd'hui, nous allons traiter plus particulièrement du droit des contrats avec la force majeure et la prévision. Ce webinaire sera animé par ma collègue juriste Anne-Valérie Desrandinger et par moi-même pour partie. Et nous remercions aussi Jean-Marc Kolb, qui est directeur de l'économie numérique au sein de la CCI Alsace en Métropole et qui nous accompagne pour tous nos webinaires pour l'organisation et la partie technique. Pour des questions pratiques, nous répondrons à vos questions à la fin de l'intervention. Vous pourrez les inscrire sur le fil de conversation et je les reprendrai à la fin de l'intervention pour voir de quelle manière on peut y répondre. Si nous n'avons pas les réponses de suite, ce qui est possible, si nous devons effectuer des recherches, vous pourrez envoyer vos questions à la boîte mail du service juridique. Je l'ai inscrit au début du fil de conversation, donc c'est juridique@alsace.cci.fr et nous y répondrons dans les meilleurs délais. Je vous demanderai aussi de bien vouloir couper vos micros pour pas qu'il y ait des bruits qui interfèrent avec nos interventions. Et on laissera de toute façon un temps de questions-réponses à la fin de l'intervention. Je pense qu'on peut démarrer notre intervention. Alors, depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont été confrontées à des difficultés dans l'exécution de leurs contrats. On a été souvent sollicité sur cette thématique, notamment concernant des retards de livraison, des difficultés de paiement, des impossibilités de s'approvisionner, ou par l'augmentation du prix des matières premières ou d'autres produits. Ou aussi parce que des entreprises n'étaient plus en mesure d'exécuter leurs propres obligations. Alors, ces difficultés ont été augmentées, bien sûr, par les mesures d'interdiction de se déplacer, de confinement, mais aussi les fermetures d'établissements imposées par l'État et les fermetures des frontières aux non-nationaux dans certains pays. Pour ce qui nous concerne, on a été fortement impacté par la fermeture des frontières avec l'Allemagne. Des difficultés vont générer des litiges entre co-contractants, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le droit français prévoit deux mécanismes qui permettront d'appréhender des événements imprévisibles qui surviendraient en cours d'exécution du contrat et qui en rendraient l'exécution impossible ou trop onéreuse. Ces mécanismes sont les suivants, la force majeure et l'imprévision qu'on va vous détailler par la suite. Mais les parties disposent aussi de la faculté de prévoir des stipulations contractuelles pouvant être mises en œuvre dans ces circonstances. Souvent, dans vos contrats, vous allez retrouver des clauses relatives à la force majeure. Donc, il faudra aussi étudier de quelle manière ont été rédigées ces clauses. On en parlera un peu plus tard. Par contre, nous n'allons pas aborder ce matin les dispositions qui ont été mises en place par l'ordonnance du 26 mars 2020, dans laquelle le gouvernement a instauré une période juridiquement protégée, qui ira du 12 mars 2020 à l'expiration d'un délai d'1 mois dès la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Alors, pendant cette période, et afin de tenir compte des difficultés d'exécution de vos contrats, l'ordonnance a prévu des dispositions permettant de paralyser certaines clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation. Il s'agit notamment des clauses résolutoires, des clauses pénales ou des clauses de déchéance. On n'abordera pas non plus les dispositions spécifiques applicables aux baux commerciaux, puisqu'il y a eu des textes réglementaires qui ont précisé les obligations des propriétaires et des locataires en la matière, et surtout parce que nous allons organiser un propre webinaire sur le sujet dans quelques temps, dans 2 semaines normalement. Voilà, donc là je vais laisser la parole à ma collègue Anne-Valérie Desrandinger pour démarrer la force majeure. Bonjour, bonjour à tous. Jean-Marc, tu peux changer le slide. Pardon, Anne-Valérie. Excuse-moi. Voilà. Donc, on va commencer par aborder le cas de la force majeure dont on a beaucoup entendu parler les derniers temps.
Donc, le principe de la force majeure est énoncé par l'article 1218 du Code civil. Cet article énonce à la fois le principe de la force majeure et indique également les effets, qu'on verra plus tard. Donc, cet article stipule qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Donc ce principe est très important parce qu'on voit qu'il y a finalement trois conditions qui se dégagent dans ce texte. Donc la première condition, un événement échappant au contrôle du débiteur, on va en parler après, c'est l'extériorité. Ensuite, ce qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, c'est la condition de l'imprévisibilité et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et empêchent donc l'exécution de son obligation par le débiteur. C'est ce qu'on appelle l'inévitabilité ou l'insurmontabilité. Donc nous allons étudier ensuite les trois conditions dans les détails et nous verrons que ces conditions ne peuvent pas toujours trouver à s'appliquer dans notre cas. En tout cas, ces trois conditions sont cumulatives. Ça veut dire qu'il faut absolument que ces trois conditions soient remplies pour qu'on puisse invoquer la force majeure et pouvoir se voir appliquer les effets de cette force majeure sur le contrat. Alors, par le passé, il y a déjà eu des épidémies qui ont fait que les juges ont dû se pencher sur la question donc, de l'application de la force majeure à ces épidémies. Les juges ont toujours considéré qu'une des trois conditions ne pouvait pas s'appliquer, et donc la force majeure n'a jamais été retenue dans les différents cas qui ont été portés à eux. Évidemment, pour ce qui est du Covid-19, les choses vont être un peu différentes, puisque cette épidémie est particulièrement importante et a généré une crise sanitaire mondiale avec des crises économiques importantes. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le 28 février 2020, a fait une déclaration où il disait que le Covid-19 sera considéré comme un cas de force majeure. Alors, en février 2020, Bruno Le Maire faisait cette déclaration d'une part donc, pour rassurer toutes les entreprises qui avaient passé des contrats avec l'État, pour leur indiquer que donc l'État n'appliquerait pas de pénalité de retard en cas de retard de livraison. Et par ailleurs, Bruno Le Maire parle également de cette force majeure pour annoncer et expliquer toutes les mesures exceptionnelles que l'État a dû prendre par la suite pour éviter la propagation du virus et toutes les mesures économiques qui ont été prises également. Donc cette prise de position de notre ministre de l'économie ne s'impose en rien à nos juridictions françaises qui vont traiter donc dans les mois et les années à venir de différents litiges qui vont être portés devant eux par rapport à des contrats de droit privé. Et donc, systématiquement, les juges vont examiner si les trois conditions donc, de cette force majeure sont bien remplies pour qu'on puisse se l'avoir appliquée donc, au litige en cours. Alors, Jean-Marc, si tu veux bien passer la diapo suivante. Donc là, on a donc les trois conditions d'application de la force majeure: extériorité, imprévisibilité, inévitabilité. On va commencer par l'extériorité. L'extériorité, c'est finalement, on va le voir, la condition qui semble la plus simple à remplir, puisque ça signifie l'existence d'un événement qui échappe au contrôle du débiteur. Donc, petite parenthèse, quand on parle du débiteur, on parle de celui qui doit exécuter une obligation prévue au contrat. Donc un événement qui échappe au contrôle du débiteur, en matière de maladie, tout d'abord, si un cocontractant se voit empêché d'exécuter le contrat parce qu'il est malade, parce qu'il a été atteint par le Covid, évidemment que cet événement l'échappe totalement à son contrôle et les conséquences sur son état de santé lui échappent totalement. Donc là, l'extériorité est vraisemblablement remplie. Si ce n'est pas la maladie du débiteur qui empêche l'exécution du contrat, mais les mesures étatiques qui ont été prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, là aussi, ce sont des mesures étatiques qui échappent au contrôle du débiteur. Par exemple, les fermetures des commerces non essentiels,
l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes. Ça, ce sont des mesures étatiques qui échappent totalement au contrôle du débiteur. Donc, dans ces deux situations-là, on peut voir clairement que la condition d'extériorité sera remplie dans tous les cas. Les deux autres conditions, imprévisibilité et insurmontabilité, on va le voir, posent plus de discussions. Donc l'imprévisibilité. Donc l'événement n'a pas pu être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Donc là, il y a un élément très important qui est la date de conclusion du contrat. Alors, la date de conclusion, la date de renouvellement ou la date de tacite reconduction du contrat. C'est à cette date-là qu'il va falloir voir si la condition d'imprévisibilité peut être retenue. Donc la question à se poser, c'est au moment de la signature du contrat par les parties, pouvait-elle légitimement ignorer la survenance des événements actuels? Alors, pour tous les contrats signés avant janvier 2020, on peut penser que la condition d'imprévisibilité va être remplie, puisque jusqu'en décembre 2019, ce virus n'était pas connu, ou quasi pas connu, puisque la Chine a officiellement annoncé son premier cas fin décembre 2019. Et en tout état de cause, on ne pouvait absolument pas prévoir l'étendue et la gravité de ce virus. Après, tous les contrats qui ont été passés à partir de janvier 2020, là, c'est plus problématique et il va vraiment y avoir des discussions et on peut vraiment parler d'incertitude juridique autour de l'appréciation de cette imprévisibilité. Parce que là, la question qu'il va falloir se poser, c'est à partir de quel moment sera-t-il possible de considérer que l'événement aurait pu être raisonnablement prévu. Et là, quelle est la date qui va être prise en compte par les juges? On peut penser que selon le type de contrat, selon le type de co-contractant, la qualité de ces co-contractants et la nature de la prestation à fournir, la date retenue va peut-être être différente. En tout cas, c'est le moment auquel à la fois l'existence et l'ampleur de l'épidémie ont été portées à la connaissance des co-contractants ou qui ne pouvaient pas l'ignorer qui va être retenu. Donc, est-ce que ça va être la date des premiers cas donc, en Chine, la date des premiers cas en France ou en Europe, la date à laquelle l'OMS a fait cette première déclaration, ou la date du passage au stade 2 de l'épidémie en France, on n'en sait rien. Donc là, il y a vraiment une incertitude pour tous les contrats qui sont signés à partir de janvier 2020. À partir de quel moment les co-contractants pouvaient avoir connaissance et en tout cas ne pouvaient pas ignorer l'importance de cette épidémie. Donc, ça, c'est cette deuxième condition. On ne peut absolument pas aujourd'hui s'avancer sur l'application de cette condition d'imprévisibilité. Ça va vraiment être du cas par cas et les juges vont vraiment étudier dans chaque litige si cette condition est remplie ou pas. Donc, on peut parler d'un cas donc, par rapport aux anciennes épidémies. Donc, la Cour d'appel de Nancy, en 2007, avait eu à se prononcer sur l'épidémie de la dengue et avait relevé qu'elle n'était pas imprévisible, car elle se produisait régulièrement et que la possibilité de mesures de protection individuelle contre les piqûres de moustiques était envisageable. Donc là, clairement, ils ont rejeté la condition de l'imprévisibilité. Donc ça, c'est un cas par rapport à d'anciens virus. Donc l'imprévisibilité, c'est vraiment une notion qui va être pour tous les contrats signés à partir de janvier 2020, qui va être étudiée au cas par cas et où on ne peut vraiment pas s'avancer sur comment va être appréciée ces conditions par les juges. La troisième condition, c'est l'inévitabilité. Alors on parle également d'insurmontabilité ou d'irrésistibilité. Ce sont les mêmes notions. Ça veut dire que l'événement dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées, et ce qui rend donc l'événement insurmontable, et donc l'exécution impossible. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs notions. Les mesures appropriées. Donc, est-il possible d'éviter les effets de ce virus par la mise en place de mesures appropriées? Donc là, on va être face à deux situations. La situation où le débiteur est tombé malade, et la situation de l'impact des mesures étatiques. Alors, concernant la maladie du débiteur, pour le moment, il n'y a aucun traitement efficace contre le coronavirus.
On peut donc penser que dans ce cas-là, il n'y a aucune mesure appropriée qui a pu empêcher la personne d'être malade. Et cela, donc, tant qu'il n'y a aucun traitement efficace contre ce virus, voilà, les mesures appropriées, on ne peut pas les avoir, sauf à démontrer que finalement ce débiteur, s'il a attrapé le virus, c'est peut-être parce qu'il a été fortement négligent, qu'il n'a pas appliqué tous les protocoles sanitaires mis en place depuis plus de 2 mois, toutes les règles sanitaires, les gestes barrières, etc. Si le co-contractant va pouvoir prouver que c'est finalement cette maladie, comment dire, elle est vraiment due à son manque de respect de toutes ces consignes, ça peut éventuellement être mis en cause. Donc là, il y a quand même une partie d'incertitude. L'autre cas, c'est les cas où finalement, c'est l'impact des mesures étatiques. Est-ce que le débiteur va pouvoir trouver des mesures appropriées pour finalement contourner ces mesures étatiques, s'adapter à la situation pour malgré tout parvenir à exécuter son obligation? Alors, s'il parvient à exécuter son obligation, mais que c'est de manière plus difficile, de manière plus onéreuse, mais qu'il parvient quand même par ses mesures appropriées à exécuter son obligation, le caractère d'inévitabilité n'est pas rempli, et donc on ne pourra pas parler de force majeure. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas eu possibilité de mettre en œuvre des mesures appropriées, et que donc l'événement est insurmontable, l'exécution est impossible. Donc, on n'a pas pu mettre en œuvre des moyens alternatifs pour permettre malgré tout l'exécution de ce contrat. Alors, là-dessus, il y a eu une décision qui est très intéressante de la Cour d'appel de Besançon qui a dû se prononcer donc, à propos de l'épidémie de la grippe H1N1. Donc, c'est un arrêt qui date de 2014. Et donc, la Cour d'appel de Besançon s'était prononcée à propos de cette épidémie qui était invoquée par une entreprise acheteuse d'essuie-mains en tissu pour résilier son contrat avec le fabricant. Donc, ce fabricant, il proposait de les remplacer par des produits jetables conformes aux nouvelles exigences sanitaires du gouvernement. Et donc, les juges du fond ont rejeté l'argument de la force majeure comme justification de la résiliation. Le critère de l'irrésistibilité faisait défaut, puisqu'il y avait eu des mesures appropriées qui avaient été mises en place pour permettre quand même l'exécution du contrat. Donc, par mesure appropriée, il y a donc tout ce qui est donc, remplacement de la marchandise par une autre marchandise, déplacer la production sur d'autres sites, faire appel à des mécanismes alternatifs d'approvisionnement. Dans tous ces cas-là, donc, si des mesures appropriées ont pu être mises en place pour permettre l'exécution du contrat, la force majeure ne peut pas être mise en jeu. Concernant des exemples d'exécution impossible, par contre, bon, bah là, on a clairement l'impossibilité de faire un déplacement professionnel parce que les vols sont annulés, l'impossibilité de tenir un colloque parce que, à partir donc d'un arrêté du 13 mars, il y a eu interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. On veut organiser un colloque avec 200 personnes, bon, bah, on ne peut plus l'organiser suite à cet arrêté. Donc là, c'est des exemples d'exécution impossible. Donc, vous voyez que dans les trois conditions, extériorité, imprévisibilité et inévitabilité, il y a des discussions qui vont être vraiment importantes sur les deux dernières conditions et on ne peut absolument pas prévoir comment vont se positionner les juges vis-à-vis notamment donc, des deux dernières conditions. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il y a eu des arrêts récents. Jean-Marc, si tu veux bien passer la slide suivante. Il y a une jurisprudence récente sur l'appréciation de la force majeure. Cette jurisprudence est très récente puisqu'elle date, c'est des arrêts qui datent de mars 2020. Par contre, qui ne concernent pas des litiges concernant des contrats de droit privé. Ce sont des litiges qui ont été portés devant notamment la Cour d'appel de Douai, la Chambre des libertés individuelles et la Cour d'appel de Colmar qui devait statuer en matière de droit des étrangers. Donc, c'était notamment pour la Cour d'appel de Colmar des litiges qui étaient liés donc à des personnes qui étaient en rétention administrative, qui n'ont pas pu se présenter à une audience en raison de cas de Covid-19 qui étaient dans le centre de rétention,
ou dans un autre cas, une audience qui n'a pas pu se tenir pour les mêmes raisons, en raison du Covid-19. Dans toutes ces situations-là, les juges ont vraiment estimé que c'était des cas de force majeure. Donc on voit quand même que on peut avoir quand même bon espoir que dans un certain nombre de situations et de litiges contractuels, la force majeure pourra être démontrée, mais en tout état de cause, il y a quand même un flou juridique sur au moins 2 des 3 conditions qui ne permettent pas d'avoir de certitude absolue sur l'issue d'un litige et sur l'évocation donc de cette force majeure. Alors, nous allons voir maintenant les effets de la force majeure, Jean-Marc. Donc, les effets de la force majeure. Si la force majeure peut être démontrée, un débiteur donc, qui l'invoque va pouvoir suspendre ou se libérer de ses obligations contractuelles. Donc, les effets de la force majeure sont également énoncés à l'article 1218 du Code civil. Donc, cet article nous dit si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. Donc il y a deux choses à voir, l'empêchement est soit temporaire ou l'empêchement est définitif. En tout cas, la force majeure produit un double effet. Elle libère le débiteur de ses obligations et elle l'exonère de toute responsabilité. Donc sa responsabilité ne pourra pas être engagée du fait de l'inexécution du contrat. Alors, soit cette impossibilité d'exécuter le contrat est temporaire, dans ce cas-là, pendant cette durée, les effets sont suspendus, ça veut dire qu'il va falloir attendre que les conditions soient nouveau remplies pour exécuter le contrat. Par exemple, ça peut être là maintenant la fin du confinement, la reprise de production d'une industrie, la réouverture d'un commerce qui peuvent permettre peut-être l'exécution de l'obligation. Dans ce cas-là, c'est une impossibilité qui est temporaire et donc pendant le temps de l'impossibilité, le contrat est suspendu, en tout cas les obligations sont suspendues. Et donc, elle se sera fait quand les conditions seront nouveau remplies. Alors, sauf si, comme c'est indiqué dans l'article 1218, sauf si le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Donc, si finalement, les conditions sont nouveau remplies, mais que le retard est tellement important que ça ne justifie plus l'exécution du contrat, à ce moment-là, on pourra aussi parler de résolution du contrat. Donc, le deuxième cas, donc, c'est l'empêchement définitif. Donc là, le contrat ne peut pas être exécuté, clairement, même après retour de conditions normales, même si on n'est pas encore dans les conditions normales. Donc le contrat, à ce moment-là, il est résolu de plein droit, tant que la responsabilité du débiteur puisse être engagée, et les parties auront le droit, le cas échéant, de réclamer la restitution des contreparties contractuelles déjà exécutées. Donc voilà pour les effets. Donc vous voyez que si on arrive à invoquer donc cette force majeure, c'est quand même très intéressant donc pour le débiteur, mais qu'il y a quand même un certain nombre de conditions à remplir. Alors une autre possibilité est de faire appel à l'article 1195 du Code civil concernant l'imprévision. Moins de conditions sont à réunir pour faire appel à l'imprévision. Par contre, les effets sont également différents. Et donc, c'est ma collègue Élise Fiorès qui va vous en parler. Alors, Jean-Marc, tu peux changer de... Voilà. Donc, en effet, l'imprévision est le second outil prévu par le droit français pour faire face à des cas, des circonstances que l'on connaît aujourd'hui. L'imprévision est prévue par l'article 1195 du Code civil qui prévoit que si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque au moment de la conclusion du contrat, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu'elles déterminent ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation.
Alors, à défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe. Nous allons donc reprendre tous les éléments cités dans cet article pour les détailler. Alors tout d'abord, les conditions pour mettre en œuvre l'imprévision sont un changement de circonstances imprévisible, ce qui est le cas de l'évolution progressive de la situation depuis la découverte des premiers cas du Covid-19 en Chine. Le caractère progressif du changement n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'un cas d'imprévision. Le changement doit porter sur des circonstances, mais on ne nous précise pas la nature de ces circonstances. Pour le Covid-19, il peut être question de circonstances politiques, sanitaires, économiques ou sociales. Par contre, ce changement doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Donc, c'est l'élément le plus important. Donc, il faudra clairement déterminer la date de conclusion du contrat ou de son renouvellement ou de sa tacite reconduction et bien vérifier au cas par cas l'état de la crise sanitaire à ce moment-là. Finalement, l'imprévisibilité s'apprécie de la même manière que pour la force majeure, puisque c'est une des conditions de la force majeure qui vous a été expliquée par Anne-Valérie tout à l'heure. Une fois que cette imprévisibilité est prouvée, il faudra alors prouver que même si l'exécution du contrat reste possible, son exécution est rendue particulièrement onéreuse pour l'une des parties. Et là, ça peut faire débat. Qu'est-ce qu'on va appeler excessivement onéreuse? Cette condition doit donc être appréciée au cas par cas, en fonction de la situation, et dépendra encore des circonstances. Elle suppose de prendre en compte le contrat et de vérifier qu'il n'est pas manifestement déséquilibré au point d'être exécuté à perte par l'une des parties. Ici, on ne parle pas juste d'une baisse de rentabilité. De nombreux contrats, en raison de la crise sanitaire, dans de nombreux secteurs d'activité, que ce soit l'immobilier, les projets industriels ou autres, ont pu connaître une baisse de rentabilité. Ça ne suffira pas. Il faut vraiment que cette condition de particulièrement onéreuse soit fondée et que ça crée un réel déséquilibre pour l'autre partie au contrat. Donc, il faudra apprécier et voir au cas par cas comment réagissent les juges par rapport à l'appréciation de cette condition. Si il est possible d'envisager le cas dans lequel le contrat ne pourrait être exécuté qu'en recourant à des moyens alternatifs excessivement coûteux. Donc, si on peut passer par d'autres moyens, mais que ça représente un coût tellement important pour l'entreprise que du coup, elle travaille à perte, à ce moment-là, on pourrait considérer éventuellement que le contrat est déséquilibré et qu'il est trop onéreux pour la partie en question. Donc, la théorie de l'imprévision concerne uniquement les contrats conclus après le 1er octobre 2016. Ça, c'est très important aussi, puisque si vos contrats ont été conclus avant le 1er octobre 2016, à ce moment-là, il faudra plutôt étudier la force majeure, qui de toute façon est un outil plus intéressant en termes d'effet, on va le voir par la suite, que l'imprévision. Donc, si les contrats sont conclus avant le 1er octobre 2016, vous ne pourrez pas invoquer l'imprévision pour revoir vos contrats. Alors, au niveau des effets, on change les slides. Alors, en cas de changement de circonstances reconnu, donc constitutif d'un cas d'imprévision, l'article 1195 du Code civil instaure une approche par phase. En premier lieu, il faut faire une demande de renégociation auprès de l'autre partie co-contractante. En cas de refus de renégocier ou d'échec de cette renégociation, les parties pourront convenir de la résolution du contrat. Ou alors demander au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge pourra alors, à la demande d'une partie, réviser lui-même le contrat ou y mettre fin. Donc, à la différence de la force majeure, ça c'est un élément aussi très important, la partie qui souhaite se prévaloir de l'imprévision devra continuer à exécuter le contrat. Il n'y a pas d'effet suspensif de l'imprévision. C'est une grosse différence par rapport à la force majeure. Donc, la tentative de renégociation s'impose donc aux parties. En cas de refus ou d'échec, on recommande fortement
que la fin de non-recevoir, donc que le refus par l'autre partie, soit formalisé dans un écrit. Donc, il faudrait que la partie qui a demandé la renégociation et qui se voit opposer un refus notifie à son co-contractant ce refus par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de procédure par la suite, ça lui sera très utile en fait. Donc ça, c'est une recommandation de notre... Alors, vous voyez dans cet article, en fait, l'importance du règlement à l'amiable. On recommande aussi, dès le démarrage de cette procédure, de peut-être recourir tout de suite à des modes alternatifs de règlement des litiges, comme la médiation. Ça permettra d'avoir l'appui d'un tiers expérimenté, comme le médiateur, pour vous aider dans la négociation et les propositions de solutions alternatives. Et en plus, elle donnera un cadre juridique. Donc, ça serait intéressant dès le démarrage de favoriser le mode de règlement de la médiation pour vous éviter de perdre du temps à essayer de négocier et ensuite d'aboutir à une procédure judiciaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la procédure de médiation, puisque mercredi prochain à 11 heures, on organise un webinaire sur la thématique. Donc, pour tous ceux qui rencontrent des problèmes dans l'exécution de leur contrat, je leur recommande de toute façon fortement d'assister à ce webinaire. Voilà, tu peux changer de slide, Jean-Marc. Merci. Alors, les clauses contractuelles de force majeure et d'imprévisibilité. Donc, quoi qu'il arrive, il convient avant tout de regarder votre contrat, ce qui y figure, quelles sont les clauses qui figurent dans le contrat. Ce que je vous dis, ça concerne n'importe quel litige, pas que les litiges liés au Covid-19. Il faut toujours partir de la base et reprendre le contrat que vous avez signé et voir quelles sont vos obligations qui étaient inscrites dans ce contrat. Concernant la force majeure, il y a, dans la plupart des cas, des clauses sur la force majeure. Et des clauses, jusqu'à présent, qu'on négociait pas forcément, qui étaient fixes et voilà, qu'on regardait à peine, j'ose dire, et qui peuvent pourtant avoir une importance. C'est bon? Oui. Alors, donc ces clauses sont très importantes. Il faut absolument regarder ce qui figure dans votre contrat, puisqu'en fait, la notion de force majeure et les règles donc, qui sont déterminées par le Code civil peuvent très bien être mises en question parce qu'ils figurent dans le contrat. Ces règles donc relatives à la force majeure ne sont pas d'ordre public. Donc, une clause qui figure dans le contrat peut avoir plusieurs effets. Elle peut modifier la définition légale de l'article 1218 du Code civil, par exemple en supprimant tout simplement une des conditions. Une clause contractuelle peut indiquer que la condition d'imprévisibilité n'aura pas à être remplie pour pouvoir arguer de la force majeure. Une clause contractuelle peut également prévoir une liste de cas dans lesquels la force majeure pourra être invoquée. Ou alors, ça peut être une liste limitative ou indicative. En tout cas, il faut vraiment faire attention à ça, parce que dans certaines clauses, les épidémies sont exclues des cas de force majeure, notamment dans les contrats d'assurance. Là, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est souvent le cas dans les contrats d'assurance. Donc, et le troisième cas de clause qu'on peut trouver concernant la force majeure, c'est des clauses qui modifient en fait les effets de la force majeure. Donc, la clause peut prévoir une durée de suspension du contrat, un délai supplémentaire de suspension du contrat avant de recommencer à exécuter le contrat, une procédure particulière, une obligation de renégocier le contrat. Donc voilà, ça c'est les trois possibilités de clauses que vous pouvez trouver dans votre contrat et qui peuvent amener à avoir de manière différente l'application de la force majeure à votre litige. Par ailleurs, il existe aussi donc des clauses qui aménagent donc l'imprévision dont a parlé Élise, avec des clauses qui peuvent figurer dans le contrat qui imposent une renégociation hors cadre légal de l'imprévision, des clauses de conciliation préalable obligatoire. On peut aussi mettre là-dedans la clause de médiation, la médiation dont Élise a déjà parlé et dont on reparlera mercredi prochain dans le webinaire suivant. Toutes ces clauses, en tout cas, ne doivent pas créer un déséquilibre entre les parties.
Ça, c'est très important puisque s'il y a un déséquilibre entre les parties, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met toute la responsabilité sur le dos d'une des parties et on décharge totalement l'autre partie. Donc, il y a un déséquilibre. Et donc, s'il y a déséquilibre, on considère que c'est une clause abusive. Donc, il faut que ces clauses aussi aménagent des contreparties pour le co-contractant. Ça, c'est très important, sinon on parle de clauses abusives. Donc, il faut absolument, dans un premier temps, donc, voir les clauses qui figurent dans le contrat pour le litige donc, qui est né actuellement du fait de l'impossibilité d'exécuter le contrat. Moi, je tiens quand même à vous conseiller pour tous les contrats à venir, parce qu'on n'est pas sorti de la problématique de la crise sanitaire, et même quand on en sortira, on n'est pas à l'abri d'une autre crise sanitaire. Donc, il faut absolument maintenant, quand vous signez un contrat, quand vous négociez un contrat, pensez à bien lire la clause qui vous est proposée et la négocier. C'est très important. Alors, actuellement, si vous signez aujourd'hui ou demain un nouveau contrat, euh, que penser de l'imprévisibilité par rapport au contexte actuel? On est toujours dans le flou, on ne sait pas combien de temps cette crise va durer. Il est peut-être intéressant d'essayer d'éviter, donc d'exclure la condition d'imprévisibilité des futurs contrats tant qu'on n'est pas sorti de cette crise sanitaire et économique mondiale. Donc, il faut vraiment faire attention et vraiment négocier en fonction du type de contrat pour que vous ne vous retrouviez pas dans une situation difficile qui vous empêche de faire appel à cette force majeure et aux effets de la force majeure. Évidemment, on est là pour vous conseiller, pour vous proposer des clauses, vous aider à rédiger des clauses. Et évidemment, si vous avez un litige en cours et que vous souhaitez qu'on relise votre contrat pour voir très clairement les clauses relatives à la force majeure et à l'imprévision, on est là pour ça. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pouvez nous envoyer votre contrat donc, sur l'adresse mail du service juridique et on vous aidera à estimer déjà par rapport à ce qui figure dans votre contrat si la force majeure peut être invoquée ou non, et par rapport également aux circonstances de votre contrat. Voilà pour les stipulations contractuelles. Élise, je te laisse finir. Oui, alors on va conclure cette intervention. Merci Anne-Valérie. Donc aujourd'hui, face à une épidémie hautement évolutive qui s'est transformée très rapidement en pandémie et qui en l'espace de 3 mois a pu se propager à la quasi-totalité de la planète, le facteur temps, comme on l'a dit tout au long de cette intervention, sera crucial dans la sphère juridique. Donc les conditions d'application des textes et les protections au titre de la force majeure et de l'imprévision vont dépendre en effet de la date de conclusion du contrat, je le rappelle, de la possibilité de continuer à exécuter les obligations contractuelles qui sera, quant à elle, considérablement affectée par la durée des mesures gouvernementales restrictives. Et là-dessus, nous n'avons aucune visibilité. Donc, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines semaines qui vont suivre. Au-delà des principes juridiques, l'impact du Covid sera fortement tributaire des circonstances de chaque cas d'espèce. Encore une fois, on rappelle, toutes les situations seront donc étudiées par les juges au cas par cas. On fera aussi attention aux stipulations contractuelles convenues et les parties ont alors tout intérêt à analyser dès à présent leur accord afin d'appréhender et de gérer au mieux leurs risques, tout en étant particulièrement vigilantes lors de la négociation et de la conclusion de nouveaux contrats, comme vous l'a précisé Anne-Valérie à l'instant. Alors, au niveau des informations pratiques, avant de passer aux questions, donc nous allons organiser 2 prochains webinaires. La semaine prochaine, comme je vous l'avais déjà dit, mercredi à 11 h, nous avons le webinaire relatif à la médiation et à notre plateforme de médiation. Ensuite, la semaine d'après, nous aurons le webinaire relatif aux baux commerciaux et l'impact du Covid-19 sur les baux commerciaux. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous solliciter par message, par mail sur la boîte mail du service juridique. Donc, je l'ai inscrit tout en haut de la conversation. Mais je rappelle l'adresse. Donc, c'est juridique@alsace.cci.fr.
Voilà, donc pour notre partie, c'est fini. Donc, si vous avez des questions, je vous propose de les saisir dans le fil de conversation pour voir si on peut y répondre en direct et sinon, de nous les envoyer à la boîte mail du juridique pour qu'on puisse les traiter dans un second temps. Merci à vous pour votre participation et merci à Anne-Valérie et Jean-Marc pour l'intervention et pour l'appui technique. Merci à vous. Pour le moment, pas de questions. Je crois qu'on a été très clair. Les questions viendront par la suite. Alors, de toute façon, on est toujours à votre disposition. Si des questions vous viennent, vous pouvez soit nous appeler lors de nos permanences du service juridique tous les jours, soit nous envoyer un mail sur notre adresse mail du service juridique et on y répondra. Alors, pour le numéro de téléphone, je vais le saisir du service juridique. Je vous le mets dans le fil de conversation. Ah, bah, ça n'a pas marché. Voilà, donc ça, c'est le numéro du service juridique. Je remets l'adresse. Alors, il y a une question concernant les contrats établis par tacite reconduction. J'en avais parlé. C'est bien la date, c'est bien pour l'imprévisibilité, la date de la tacite reconduction qu'il va falloir prendre en compte pour savoir si à cette date-là, il y avait imprévisibilité ou pas. Comme pour une date de renouvellement, finalement. Hein. Que ce soit par tacite reconduction ou Voilà. renouvellement formalisé, on va prendre en compte la date de renouvellement. Ouais. La différence, c'est qu'on est moins attentif à la date de la tacite reconduction que dans le cadre d'un renouvellement formalisé. En tout cas, c'est toujours cette date-là dont il va falloir tenir compte pour établir le caractère d'imprévisibilité. Alors, comme avec un fournisseur, je ne sais pas ce que je ne comprends pas la question. Bah, c'est un contrat avec un fournisseur, je pense simplement. Ouais. La tacite reconduction correspond à la... On ne voit pas la suite du message. C'est moi qui ai posé la question. Oui. Je travaille avec un fournisseur depuis des années. D'accord. Je commande de la marchandise quelques mois avant la livraison. Je reçois entre-temps une confirmation de commande. Et ensuite, la marchandise est livrée. Il s'agit dans le domaine du prêt-à-porter, particulièrement. Oui. Donc, la date de tacite reconduction, puisque je travaille avec ce fournisseur depuis bien plus loin que 2003. Donc, la date de renouvellement du contrat, elle tient lieu du premier jour où j'ai travaillé avec lui, ou elle tient lieu à chaque fois de la commande qui était passée. Alors, ça dépend de ce qui est spécifié dans votre contrat. D'accord. Il faut voir dans votre contrat, généralement, vous avez un article sur la durée du contrat. Et dans cet article, vous avez les modalités de la tacite reconduction ou du renouvellement avec un formalisme imposé. Et donc, généralement, vous avez une date. Donc, par exemple, il est dit ce contrat sera renouvelé par tacite reconduction tous les ans à la date du 31 décembre, par exemple. Donc, il faut que vous regardiez cet article sur la durée de votre contrat dans le contrat initial signé en 2003. En tout cas, il est vraisemblable que ce ne sera pas la date de signature du contrat en 2003 qui sera prise en compte. Dans ce cas présent, en fait, il n'y a pas vraiment de contrat qui est signé. Alors, c'est des bons de commande, simplement. Il y a une commande qui est passée, un bon de commande qui est signé, et qui, pour moi, quand je signe un bon de commande, une bon de commande, c'est que je m'engage et que que les deux parties s'engagent sur la réalisation d'un contrat concernant cette commande. Oui. Ensuite, je reçois quelques temps plus tard, puisque en fonction de ma commande, on doit me confirmer si la marchandise pourra être fabriquée ou non. Il peut y avoir des annulations à cause d'une trop faible quantité de produits qui auraient pu être commandés par d'autres clients comme moi. Et donc, je reçois ensuite une confirmation de commande. Oui. Voilà.
Donc, en fait, le si, contrat se renégocie collection après collection ou période après période, si je comprends bien. si vous n'avez pas de contrat initial en 2003 qui prévoit le cadre général en fait de la relation commerciale, effectivement, de toute façon, c'est les bons de commande. Alors après, la discussion, elle pourrait porter sur le fait qu'on prenne en compte la date du bon de commande que vous avez transmis. On considère que le contrat est formé à cette date-là, ou est-ce qu'on considère que le contrat est formé lors de la confirmation de la commande? Et c'est là-dessus qu'il pourrait y avoir des discussions, puisque je suppose qu'il peut y avoir un délai relativement plus ou moins long entre le bon de commande et la confirmation de la commande. D'accord. Il faut aussi penser à regarder les conditions générales de vente, Ou d'achat. Ou d'achat, qui peuvent aussi prévoir une clause concernant la force majeure ou l'imprévision. Merci. Alors, il y a une autre question, mais là, alors, bonjour, sur un chantier d'État, la maîtrise d'ouvrage demande à ce que la reprise du chantier soit associée à l'accord individuel de chaque salarié sur la base du volontariat. Est-ce vraiment prévu par les... Alors là, on n'est pas dans le cadre de la force majeure, hein. Là, c'est une question qui dépasse un peu le cadre de notre intervention de ce matin. Est-ce que c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de question, d'ailleurs. Non, après, il faudrait regarder sur les règles, parce que c'est dans le cadre d'un marché public, je pense. Donc, il y a eu des règles, des textes spécifiques au marché public qui ont été adoptés. Et je pense que c'est dans le cadre de ces textes-là, réglementaires, hein, qu'il faudra se baser. Mais là, moi, j'en ai pas, enfin, j'ai pas en tête les dispositions de ces textes. Là, il faudrait éventuellement nous reposer la question par mail pour qu'on puisse voir si les textes propres au marché public et à la décision de la reconnaissance de l'état de force majeure, en fait, hein, par l'État, par le gouvernement, quel impact ça peut avoir et quelles sont les dispositions que l'administration peut imposer. Parce que là, c'est l'administration, je suppose, qui vous impose l'accord individuel de chaque salarié. Donc, faites-nous un mail et après, on verra à qui orienter votre question et voir si on peut y répondre ou pas. Et auquel cas, de toute façon, si on ne peut pas y répondre, on vous orientera vers les bonnes personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On ne va pas en avoir vu d'autres. Non. Ah si, j'ai passé... Alors, là, il y a une question. Bonjour, j'ai passé une commande à un sous-traitant suite à son devis du 25 février 2020 avec un acompte de 60% versé le 12 mars 2020. Donc, vous avez contracté, signé un contrat. Un sous-traitant, c'est votre propre sous-traitant? Je ne comprends pas. Quelle est la nature du contrat, en fait? Parce que là, ce n'est pas suffisamment précis. Donc, Vous m'entendez? oui. Oui. En fait, c'est un menuisier qui doit nous faire des travaux de menuiserie dans un hôtel. D'accord. Et qui m'a demandé 60% d'acompte donc au moment de la commande. Est-ce que vous êtes le client principal ou est-ce que vous êtes l'entreprise qui fait appel à ce sous-traitant? Vous n'êtes pas l'hôtel? Non, je ne suis pas l'hôtel. D'accord. Je fais appel à ce sous-traitant pour livrer l'hôtel avec d'autres matériaux en même temps. D'accord. Donc, le devis a été... Depuis le problème, j'ai plus de nouvelles. Voilà. D'accord. Et donc, vous ne savez pas s'il a repris son activité ou pas ou, A priori, non. Enfin, et est-ce que l'hôtel laisserait cet artisan intervenir dans ses locaux? Ben, l'hôtel a pris du retard en même temps. Donc, Parce que là, il y a plusieurs intervenants, en fait, et qui, du coup, pourraient avoir un impact sur la force majeure ou pas. Parce que si l'hôtel a complètement fermé les portes et refuse toute intervention dans son local, l'artisan n'y peut rien, en fait. Non, ce n'est pas le cas. Non. D'accord.
L'hôtel n'a Non. pas de nouvelles de lui non plus, hein, si vous voulez. D'accord. Parce que là, du coup, Alors, je ne sais pas si entre-temps il a coulé ou s'il existe encore. Ou ouais. Bon, là, de toute façon, les tribunaux sont plus ou moins à l'arrêt, donc vous n'aurez pas d'informations s'il est en dépôt de bilan ou pas pour le moment, sauf s'il avait des salariés, et encore, vous n'aurez pas l'information. Ouais. Devis qui a été signé, donc accepté le 25 février 2020. Est-ce qu'on considère à cette date-là qu'il y avait imprévisibilité, irrésistibilité ou pas? On commençait quand même à être dans le seuil d'épidémie. Ouais. Là, ça peut être discuté pour la reconnaissance de la force majeure. Ouais, là, on En est en quel cas, plein, ouais, on est en plein dans la période floue où on peut ouais, pas, il y a vraiment une incertitude juridique sur l'imprévisibilité. Bon, la là, il solution, faudrait peut-être essayer de rentrer en négociation avec lui. oui, à condition Maintenant, de pouvoir le joindre, évidemment. ouais, c'est ça. Vous n'arrivez pas à le joindre, c'est ça? Non, c'est ça. Ouais. Ouais. Et bon, la difficulté, ce serait de récupérer la compte parce qu'au pire, Ouais. utiliser un Du coup, autre. c'est vous qui voudriez pouvoir invoquer la force majeure pour avoir une résolution du contrat et pouvoir récupérer la compte. Bah, au moins avoir des nouvelles, c'est-à-dire que Ouais. voir. Il faut peut-être lui faire. Donc par mail non plus, il répond pas. Non, non, non. Bah, et là, il faut peut-être lui faire une lettre en recommandé avec accusé de réception, déjà pour voir Ouais. il la retire, en lui disant qu'il s'était engagé, qu'il n'a pas respecté ses obligations et voir comment lui réagit, en fait, hein, pour essayer d'aboutir à une négociation. D'accord. Parce que Alors, là, il y aura trop d'incertitudes. Enfin, là, on ne peut pas vous dire aujourd'hui, allez-y et vous Non, mais risquez rien. plus le temps va passer, plus ça va être. Ouais. non, mais vous pouvez d'ores et déjà regarder ce qui figure dans le contrat de sous-traitance que vous avez passé, hein. Il y a des C'est pas clauses. vraiment un contrat, c'est un devis avec une commande signée. D'accord. Un Et acte. à l'arrière du devis, il y a des conditions générales? Euh, oh, même pas. Non, non, non. D'accord. Non, 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 tout se passe par mail. Donc, on est en plein dans tout ce qu'on a dit sur l'appréciation par les juges des différentes conditions. D'accord. Mais effectivement, il faut commencer par recommander auprès de ce menuisier pour essayer d'avoir de ces nouvelles. D'accord. On va commencer par ça. Et après, il y aura peut-être cette solution de la médiation, non? Ça, on Oui, verra la semaine prochaine. je pense que vous pouvez. Alors, la médiation, le seul problème qui pourrait se poser pour vous, c'est que la médiation, elle suppose l'accord des deux parties. D'accord. Donc, il faudrait de toute façon rétablir le contact avec cette entreprise en lui disant que voilà, qu'il faut que vous puissiez discuter, voir renégocier les choses, voir comment vous pouvez travailler ou pas ensemble voilà, pour pouvoir avoir son accord pour rentrer en médiation éventuellement ou voir après vous comment vous allez vous comporter. Le montant de 60%, il correspond à un montant de combien à peu près? 35 000 euros. Oui, donc c'est un montant quand même conséquent. Donc, Oui. ouais. Donc il faudrait voilà, essayer de rétablir le contact avec lui, que vous choisissiez la médiation par la suite ou que vous choisissiez la procédure judiciaire. De toute façon, la première étape, c'est de reprendre contact avec l'entreprise. Essayez, en tout cas, montrer que vous avez fait les démarches pour reprendre contact avec lui. D'accord. Sachant que donc la médiation n'empêche pas, en cas d'échec de la médiation, de recourir à une procédure judiciaire après. Oui, 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 oui. C'est certainement le pire, ce serait qu'il ne rouvre plus. C'est ça. Oui, C'est ça le danger. D'accord. Merci beaucoup. je vous en prie, Je monsieur. vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Merci, vous Bonne aussi. Au journée. revoir. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je pense que non. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter donc cette intervention. On vous remercie pour votre participation et les messages qu'on a pu avoir dans le fil de conversation. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la médiation, qui finalement est la suite logique de notre intervention de ce matin. Pour ceux qui sont venus un peu plus tardivement ou qui n'ont pas pu assister à la totalité de l'intervention, vous le retrouverez de toute façon en replay sur le site de la CCI Alsace-Eurométropole, comme les autres webinaires organisés par la CCI sur des thématiques vraiment très variées. Donc, je vous invite aussi à vous rendre sur le site.
Et puis sinon, on vous donne rendez-vous mercredi prochain à 11 heures pour la thématique de la médiation. Donc merci à tous, bonne journée et bon courage à vous tous. Merci à vous, bonne journée.